La saison 4 est présentée par Groupe Humanova, engagé à transformer les parcours professionnels et les milieux de travail en plaçant la santé organisationnelle au cœur de chaque démarche. Allô Benoît! Bonjour! Comment ça va? Ça va bien et vous? Oui, ça va vraiment bien. Merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci tellement. C'est moi qui vous remercie. J'ai commencé à vous suivre il y a quelques mois, puis ce que vous faites est vraiment, vraiment super intéressant. Dans un univers RH, il y en a tellement de besoins. Là. Ouais. Donc, merci à vous d'avoir pris la pôle, puis d'avoir créé cette belle ambiance, puis cette belle série de podcasts. Mais merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Oui, vraiment. On prend vraiment le commentaire comme positif, puis on est vraiment reconnaissante aussi que tu aies accepté notre invitation aussi. Ouais. Merci encore une fois. Avant de commencer, est-ce que tu voudrais te présenter pour nos auditeurs, auditrices qui te connaîtraient peut-être pas? Oui, peut-être sûrement pas même. Alors, mon nom est Benoît Desgroseilliers. Jusqu'à tout récemment, j'étais vice-président du chantier talent de ce qu'on appelle une grappe industrielle au Québec. Nous, on l'appelait Finance Montréal. Donc, mon travail depuis les 12 dernières années, aller jusqu'à il y a quelques jours, était d'anticiper les besoins et les défis de main-d'œuvre pour l'industrie des services financiers du Québec. Donc, que ce soit les défis de compétences, les défis de pénurie, ou tout élément qui empêchait nos vice-présidents, vice-présidentes ressources humaines de dormir la nuit, souvent, ça venait sur mon bureau. Okay. Et puis, on menait des études, on menait des enquêtes, des entrevues pour creuser tous ces défis de main-d'œuvre, ces défis RH là, qui pouvaient poser problème ou poser défi à cette industrie de quand même 170 000 personnes, qui est une industrie assez complexe. Donc, c'est ce que je faisais. J'étais un peu sur la montagne à essayer de regarder ce qui se passait sur le terrain puis d'anticiper les 5, les 10 prochaines années. Donc, c'est un métier formidable que j'ai fait avec grand bonheur pendant 12 ans. Et en parallèle de ça, j'avais un deuxième travail que j'aimais tout autant, voire un peu plus, qui était le coaching de carrière, le coaching professionnel, qu'on appelle aussi coaching exécutif. Là, c'est un terme un peu galvaudé, mais grosso modo, ça fait 17 ans que j'accompagne des individus de tout âge, mais principalement des cadres, des exécutifs, dans leurs défis, leurs questionnements et leurs transitions professionnelles. Okay. Donc, depuis quelques semaines, je suis très heureux de dire que je suis à temps plein dans cet univers qui me passionne réellement. Oui. Félicitations encore aussi. Merci. On un peu avant l'épisode du podcast, là, mais félicitations, c'est vraiment un beau... Merci. Un bel emploi. Puis, je me demandais, en fait, comment tu faisais pour anticiper les défis dans le futur? Comment ça fonctionne? Oui, ce métier-là. Écoute, c'est une bonne question. J'ai pas une réponse claire parce que il y a un peu d'art et de science. Hein. C'est un peu un mélange de rencontrer des gens de plusieurs horizons qui gravitent autour d'une industrie, puis aller prendre des cafés avec ces gens-là, puis les faire parler. Okay. C'est comme si tout le monde a un morceau du casse-tête, puis que moi, mon travail, c'était d'aller ramasser les morceaux du casse-tête, puis des fois, je réalisais qu'il y avait plus qu'un casse-tête. Donc, c'est de faire la part des choses. Un de mes anciens patrons disait des consultants, des fois qu'on engageait, qu'ils étaient payés pour nous donner l'heure, mais avec notre montre. Puis c'est un peu ce regard tu vas chercher, les réponses sont là. Les réponses sont comme des petites pépites. Puis moi, mon travail, c'est de ramasser les pépites comme des petits morceaux de casse-tête, puis d'essayer de les assembler pour voir, mais qu'est-ce que ça me dit, ça, cet inconfort que 3 personnes m'ont dit là, dans les dernières semaines? Qu'est-ce qui se pointe derrière? Il y a des sentiments qui me sont partagés, il y a des inconforts qui me sont partagés. Ça fait référence à quoi? Puis comment... Par extension, comment si je projette ça sur 1 an, 2 ans, 5 ans, quel impact ça peut avoir? Tu sais, l'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui, qui s'est développée avec ChatGPT et les autres qui ont suivi, on n'appelait pas ça ChatGPT il y a plusieurs années, mais on savait que l'intelligence artificielle s'en venait. On le savait. Pourquoi? Parce qu'il y avait Ivado qui s'était créé à l'Université de Montréal. On avait parmi les champions internationaux de la recherche en intelligence artificielle qui était à Montréal. Donc, on s'abreuvait de connaissances qui pouvaient nous apparaître loin par rapport à l'industrie. Mais à un moment donné, on s'est dit, ça va percoler. À un moment donné, ça va venir chez nous. Puis là, il y avait des gens, quand je prenais mes fameux cafés, qui me disaient, là, on est dans la phase d'automatisation. On contrôle ça, on comprend ça depuis quelques années, mais là, je viens de sortir d'un colloque sur l'intelligence artificielle, puis ça a l'air on va pouvoir faire beaucoup plus. Donc, moi, je prenais ces pépites-là, et puis j'essayais de les transformer en
projet d'événement, un projet d'étude. J'essaie de canaliser un peu certains questionnements puis d'essayer de les approfondir. Puis ensuite, ben, quand on a atteint notre limite, nous, à l'interne, ben, on appelle des grandes boîtes qui ont une perspective internationale, qui ont une perspective très large, donc des Big Four, des McKinsey, des BCG, etc. Puis eux, ben, avec leur machine de guerre, leurs études internationales, leurs études qui vont au-delà de juste une industrie, bien, ils complétaient, si tu veux, notre réflexion. Okay. Donc, ça créait ce qu'on appelle en anglais une intelligence, donc un savoir, un bassin de savoir, et ensuite, on redistribuait ça auprès de nos membres, auprès des gens qui nous avaient fourni l'information de base. Okay. Donc, c'est vraiment l'art et la science. Ouais, on est vraiment dans l'humain, on est vraiment dans la perception de l'humain, par rapport à son environnement de travail, par rapport à son futur. Puis on réalise rapidement dans cet univers-là aussi que dans les grandes entreprises publiques là, qui sont cotées à la bourse, il y a comme un peu une dictature temporelle qui vient au trimestre, hein, parce qu'il y a des rapports trimestriels qu'on doit donner aux actionnaires. Et les gens sont conditionnés par leur environnement d'affaires. Puis l'environnement d'affaires dans les grandes entreprises, c'est des environnements trimestriels. Donc quand on demande à quelqu'un, peux-tu te projeter dans 5 ans? C'est extrêmement exigeant pour ces gens-là parce qu'ils sont conditionnés à se projeter aux 3 mois. Donc, ça aussi, c'est toujours un défi et il faut aller au-delà de ça. Puis il y a tellement de changements, j'ai l'impression, aujourd'hui, que comme c'est un peu difficile de prévoir, j'ai l'impression. Il peut y avoir des changements quand même de manière régulière. Là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, vous êtes familière avec l'univers VUCA, là. Donc les choses qui vont vite, qui sont... Volatile, incertain, complexe, puis ambigu. Exactement. Je travaille là-dedans. Oui. Puis ça décrivait depuis les années 90, d'abord le terrain d'intervention des forces armées. Puis c'est venu vers le monde des affaires. Puis même, moi, je l'ai utilisé beaucoup dans l'environnement de comment gérer sa carrière. Mais depuis 2020, on voit le nouveau terme qui est banni. Donc, qui est fragile, qui est non linéaire, qui est incompréhensible. Et j'oublie le deuxième, le A, qui est anxieux. Donc, le banni vient un peu remplacer ou vient ajouter une couche à VUCA. VUCA parlait de l'environnement, banni parle de comment l'individu se sent dans cet environnement-là. Donc, il y a une fragilité, il y a une anxiété qui s'invite dans un monde qui est non linéaire puis qui peut paraître incompréhensible. Donc, comment on fait pour anticiper des choses qui vont toucher à des industries, à des métiers, à des compétences, in fine, à des individus, dans un environnement qui est extrêmement complexe, VUCA, puis dans un environnement qui a des impacts chez l'individu, l'impact au niveau banni, donc une anxiété puis une fragilité qui s'invite. Donc, c'est un peu le défi qu'on a. Globalement, là, tout le monde a composé avec le futur dans un environnement où le futur est de moins en moins prévisible puis qui génère en nous beaucoup d'anxiété. Puis est-ce que c'est ce que les gens vivent justement par rapport au futur, par rapport au monde du travail, tout ça, ça a un impact sur le sens que les gens ont envers leur travail? Tellement. Tu sais, les humains n'ont pas bien gros évolué depuis 300 000 ans, là, depuis Homo sapiens sapiens. Puis, grosso modo, de génération en génération, qu'est-ce qui faisait la différence dans la quête de sens, dans la façon dont je voyais ma carrière, aller jusqu'à tout récemment, la grande différence, c'était l'environnement. Donc, si je nais entre les 2 guerres mondiales, puis que je suis marqué par la crise de 1929, bien, ça va marquer en moi... un sentiment que les choses sont précieuses, qu'il faut que un besoin de sécurité qui est très présent, un besoin de faire attention à son argent, de s'asseoir quelque part longtemps, parce que j'ai été marqué par une crise financière historique en 1929, puis je suis né dans une famille qui a été marquée par ça. Si je nais après la guerre, les fameux baby boomers, c'est les hippies, c'est l'argent qui est présent, bien là, soudainement, je peux réinventer le monde. Donc, mon sens au travail est teinté par le contexte. Teinté par le contexte. Il est comme dans une bassine, puis le contexte le nourrit ce sens-là qui va être inspiré de... Je grandis ou je gravite fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, en pleine pandémie, perte de repères, taux de chômage chez les jeunes de 2%, je peux changer de boulot en claquant des doigts. Bien, ça va influencer ma quête de sens. Ça va influencer l'environnement dans lequel je vais grandir professionnellement. Donc, le sens on cherche toujours le sens, mais l'environnement va faire en sorte qu'on va
moduler nos attentes Ouais. en fonction de ce qui se passe ou ce qui s'est passé autour de nous au tournant de l'âge adulte. Ouais. Donc, c'est vraiment ce qui marque une génération, là. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'avais 16 à 19 ans? Ouais. Bien, souvent, ça va marquer ma génération. Puis ce terme-là, en fait, ça veut dire quoi? On essaie de le définir. Je sais que c'est très subjectif, c'est presque philosophique comme terme, j'ai l'impression. Oui. Est-ce qu'il y a des définitions qui sont un peu plus universelles, je peux dire ça comme ça, ou c'est vraiment quelque chose qui est très personnel, individuel? Bien, moi, j'ai ma définition, mon approche. Ouais. C'est sûr que si on voyait, tu sais, by the book, le sens d'un point de vue, par exemple, si je prends l'approche humaniste, c'est la réalisation de soi. Donc, qu'est-ce qui va contribuer à me réaliser, à réaliser mon plein potentiel? Bien, si je prends cette approche-là, bien, le sens est pas loin de la réalisation de soi. Qu'est-ce qui me permet de... En bon français, on va dire ce que je suis sur mon X professionnel, par exemple. C'est comme le why. C'est comme le gens, on entend souvent aussi. Là, ouais. Oui, les Japonais ont développé l'ikigai. Exact, ouais. Cette espèce de rencontre de je suis bon dans quoi, les gens ont besoin de quoi, où est-ce que je me sens bien, où est-ce que je peux gagner ma vie. Puis cette rencontre-là, encore une fois, il y a un carrefour, le fameux X là, dont on parle à l'instant. Bon, ben ça, c'est peut-être le sens. Si on y va par la théorie de l'autodétermination qui est partagée par mon bon ami Jacques Forêt, ben est-ce qu'on est dans un environnement où mon autonomie peut... Est-ce que mes ailes peuvent se déployer? Est-ce que je peux être autonome? Est-ce que mon sentiment de compétence est rencontré? Est-ce que les gens reconnaissent mon apport? Puis est-ce que je suis en mesure de connecter avec d'autres personnes? Je vous dirais que de façon globale, pour moi, si je prends toutes ces approches-là, je les mets dans un tamis, puis je regarde juste ce qui reste de fondamental, on peut dire grosso modo, est-ce que je suis dans un environnement où je peux poser des actions et j'ai des relations qui sont toutes deux significatives? OK. Est-ce que je suis capable d'établir des relations qui ont du sens pour moi, qui ont une profondeur pour moi, qui m'amènent à me dépasser, qui m'amènent à contribuer? Puis est-ce que mes actions vont dans le même sens, dans le même ordre d'idée? Est-ce que j'ai de la place? Est-ce que j'ai de la cohérence entre ce que je veux, mes valeurs, puis l'objectif? Donc, on parle aussi d'alignement et de cohérence. Oui, c'est exactement ce que... Moi aussi, c'est ça que j'avais en tête. On est un peu... On écoute Vous êtes beaucoup quand on alignés. essaie de... Ben, c'est ça, je me disais, j'étais comme, OK, la cohérence avec les valeurs, tout fond. ça, OK. Il y a définitivement un élément de valeur, il y a un élément de compétence, Ouais. il y a un élément d'aptitude, il y a un élément de connexion. Donc, il y a vraiment, ça englobe, c'est un terme vraiment englobant, où on essaie d'être à la fois soi-même, puis de se dépasser, d'être à la fois en cohérence avec soi et les autres, en cohérence avec ses valeurs et celles de son organisation ou de son environnement. Donc, c'est vraiment un terme gigogne là, qui englobe beaucoup de choses, à mon humble avis. OK. Est-ce que c'est ta définition à toi ou là, on parlait de définition plus at large? Toi, Benoît, comment tu définis? Moi, la définition, je vais vous parler d'une approche. Moi, il y a deux questions que je pose à beaucoup de mes clients en accompagnement. C'est pourquoi tu travailles puis pour qui tu travailles? Si tu as 25 ans, je te pose cette question-là. Là, je vais faire je vais brosser un portrait très général. Évidemment, chaque personne est unique. Si tu as 25 ans, je te pose pourquoi tu travailles, tu vas sûrement me dire, ben, pour me faire une place, pour démarrer ma carrière, pour aller chercher une prochaine promotion. Si je te dis pour qui tu travailles, tu vas peut-être me dire pour moi. Je travaille pour bâtir mon avenir. Fast forward, j'ai 50 ans. Je te pose les deux mêmes questions. Pourquoi tu travailles? Ah là, c'est peut-être pour redonner. C'est peut-être pour contribuer. C'est peut-être pour partager ma vision, transmettre. Donc, il y a l'élément d'héritage qui commence à se développer. Pour qui tu travailles, toujours à la personne de 50 ans, là, c'est peut-être plus pour ma famille. C'est peut-être plus pour ceux qui ne peuvent pas travailler. Peut-être que je vais me constituer comme un exemple. Moi, il y a un témoignage qui m'avait beaucoup marqué. Martin Matt, l'humoriste, qui était en entrevue. Et on sait tous que Martin Matt a un frère qui a eu un accident puis qui est traumatisé crânien. Donc, il est très limité en termes de... Il ne peut pas travailler, en fait. Et le journaliste posait des questions par rapport à ça. Puis à un moment donné, il y a un silence. Martin Matt dit, ben, peut-être que je me suis dépassé puis je me suis fixé des objectifs très ambitieux dans ma carrière pour mon frère, parce que lui, il ne peut pas le faire. Puis il y a un peu de ça. Des fois, on va travailler un peu par transcendance pour d'autres.
moi, quand je travaille fort, je pense, par exemple, à des gens autour de moi qui peuvent moins travailler pour plein de raisons. Sont neuroatypiques. Bon. Donc, il y a un peu cette notion de est-ce que je peux contribuer? Est-ce que je peux les amener avec moi dans mon rêve puis en faire des gagnants avec moi? Donc, c'est la différence peut-être dans l'évolution de quête de sens si j'ai 25 ou j'ai 50 ans. Ouais. C'est vraiment, les dimensions sont peut-être plus profondes à 50, pas pour tout le monde, c'est pas universel, mais il y a une tendance versus qu'à 25 où je découvre les choses, où je me découvre moi, où je découvre mon environnement et où je vais me faire une place. Okay. Donc, on est plus centré peut-être sur nous, puis quand on va évoluer dans notre carrière, on va avoir accès à d'autres dimensions de conscience, puis ces dimensions de conscience-là, ils nous interpellent davantage vers les autres, le don de soi, et puis l'impact qu'on peut avoir auprès des autres. Donc, c'est un concept un peu comme évolutif. Tu sais, je pense que c'est important quand même de se remettre en question, je pense, à des moments dans ta vie pour voir si ce concept-là peut être changé ou évolué ou qu'il y a peut-être des composantes qui sont peut-être rentrées en jeu. J'ai l'impression. Est-ce que pour toi, avoir du sens au travail, c'est comme un must? Tu sais, je veux dire, pour que tu sois aligné, c'est important, j'imagine, d'aller chercher ce sens-là au travail. Oui, on a la chance aujourd'hui. Tu sais, si on était une classe ouvrière en France en 1800, puis on travaillait dans des mines, peut-être cette conversation-là n'aurait pas vraiment de sens parce qu'on serait un peu forcé de travailler dans des conditions vraiment très difficiles. On n'aurait pas le temps de réfléchir. On aurait une espérance de vie de 40 ans. Aujourd'hui, on a la chance à Montréal, au Canada, en 2025, de pouvoir aspirer à des carrières avec un C majuscule. On a la chance d'avoir même plusieurs carrières, de se refaire. On a accès à un système scolaire qui est accessible. Donc, on a des caractéristiques environnementales qui nous permettent, oui, de rêver. Est-ce que c'est important pour moi? Pour moi, c'est fondamental. Est-ce que ça devrait être important pour tout le monde? Je pense que oui. Parce que le travail occupe quand même une part significative de notre temps, de notre temps à l'intérieur de notre vie, et puis de notre énergie, de notre disponibilité à soi puis aux autres. Donc, comment transformer ce moment qu'on passe à faire peu importe ce qu'on fait pour être générateur de sens, pour être créateur de sens, pour avancer vers la compréhension de soi puis des autres. Et ça n'a pas vraiment besoin d'être un métier ou une catégorie de métier. Moi, j'ai commencé ma carrière, pendant que j'étais aux études, je payais mes études en travaillant dans des centres d'appel. Puis il y avait des gens à l'époque qui étaient là depuis longtemps. Moi, j'étais étudiant, donc j'étais parmi le groupe qui était là depuis peu. Mais j'avais des gens qui étaient là depuis 15, 20 puis 25 ans. Et certains de ces gens-là étaient totalement heureux d'être là, même si c'est un emploi difficile, routinier, avec des horaires parfois un peu ingrates. Mais néanmoins, il y a des gens qui réussissaient à trouver du sens, à générer du bonheur professionnel, puis ils étaient totalement en accord avec le fait d'être là. Puis, dans le même environnement, il y avait des gens qui détestaient leur métier et qui faisaient des petits X dans leur calendrier en attendant les fêtes, en attendant les vacances, puis en attendant la retraite. Donc, je pense que on n'a pas besoin d'être philosophe ou médecin sans frontières pour être générateur de sens dans notre métier. Peu importe ce qu'on fait à notre échelle, je pense que si on est capable de l'aligner avec quelque chose qui est plus grand que nous, on est capable de générer ce sens-là, de générer un certain bonheur professionnel. Et c'est bien pour nous, mais c'est aussi bien pour les autres qui nous entourent. Travailler avec des gens qui aiment ce qu'ils font, c'est franchement plus agréable que des gens qui n'aiment pas ce qu'ils font puis qui le font sentir. Là, donc, pour moi, c'est extrêmement important d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue collectif. Si tout le monde était relativement heureux à faire ce qu'il fait, il y a des choses qui seraient franchement plus simples. Absolument. Mais de ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même une perspective qui est temporelle, contextuelle aussi, individuelle, beaucoup. Puis ce que on dirait, je semble comprendre aussi beaucoup de ça, c'est qu'il faut quand même se connaître pour pouvoir développer un certain sens dans notre travail, dans notre vie, tout ça. Mais comme on le dit, le travail prend une place énorme dans notre vie. Fait qu'il faut être en mesure d'avoir une bonne conscience de ça pour pouvoir connaître c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos objectifs, nos intérêts même aussi, pour après ça les aligner avec notre travail. Fait que comment développer cette conscience-là qui nous amène après ça à développer ce sens-là au travail?
Oui, puis c'est là où peut-être un peu notre système scolaire, puis je parle pas juste ici au Québec ou au Canada, Ouais. mais en Occident, c'est là où le bas blesse. Il y a des angles morts dans nos systèmes d'éducation, puis Ouais. un des angles morts, pour moi, qui est flagrant, c'est d'outiller l'individu à se comprendre, d'outiller l'individu aussi à communiquer. Je vais prendre un exemple banal. J'interviens dans des groupes, dans des petites boîtes, là, où il y a, par exemple, un comité de direction, puis les gens, ils se parlent plus. OK? Alors, on m'invite pour voir, est-ce que tu peux m'aider à mobiliser mon groupe de 7-8 gestionnaires? Et rapidement, on va essayer de nommer des choses. Rapidement, on va donner, on prend un test psychométrique, puis déjà, on vient de délier certaines langues. Ah, toi, tu as cette aptitude, cette tendance-là que moi, j'ai pas. C'est peut-être pour ça qu'on se comprend pas dans tel projet. Donc, déjà, on outille les gens à se comprendre, la conscience de soi. Ensuite, à communiquer. On n'est pas bon pour communiquer. Non. La plupart des gens, on n'écoute pas pour écouter, on écoute pour répondre. Donc, des méthodologies comme, par exemple, la CNV, la communication non violente, qui vont déconstruire la communication et faire le lien qui est brillant et qui est si important entre l'émotion que je t'exprime ou que j'essaie de t'exprimer avec pas assez de vocabulaire et le besoin qui se cache derrière. Donc, la conscience de soi, elle vient, c'est un peu comme l'inspiration. Si tu es un écrivain puis tu attends l'inspiration pour écrire, ça se peut que tu n'écrives pas beaucoup. L'inspiration, elle vient en travaillant. L'inspiration, elle vient en structurant ton travail. L'inspiration, elle vient à force d'essayer des choses. Puis l'apprentissage de ton métier d'écrivain, par exemple, va venir à force d'essayer. Bien, la conscience de soi, c'est un peu la même chose. Il faut un peu sortir de sa tête, il faut aller à la rencontre des autres, mais il faut aussi outiller les gens à avoir un vocabulaire pour parler d'eux, à avoir un vocabulaire pour parler de leurs émotions. Or, c'est des éléments, ça, qui sont des grands angles morts dans notre système d'éducation. On devrait voir ça en 6e année du primaire, là, pas dans une formation payé par ton employeur quand tu as 43 ans. Tu sais, comme il n'est jamais trop tard, mais il est un peu tard parfois. Moi, j'accompagne des gens qui ont dans la quarantaine, la cinquantaine, qui ont pas de mots pour parler de comment ils se sentent. Oui, c'est extrêmement... c'est difficile. On n'apprend pas ça. On n'apprend pas ça. Ouais. On n'apprend pas ça. Moi, je travaille avec des gestionnaires de haut calibre qui se connaissent pas, qui n'ont pas de vocabulaire pour parler d'eux, puis de leurs besoins, puis de leurs émotions. C'est quoi être gestionnaire? C'est comprendre les besoins et les émotions des autres. Hey, t'es mal barré. Pour comprendre ceux des autres, t'es même pas capable de comprendre les tiennes, de nommer les tiennes. Donc, des fois, là, j'ai des gens de très haut niveau là, qui gagnent très bien leur vie, qui ont beaucoup de succès, à qui moi, je passe une feuille avec la liste des émotions. Oui. Puis je reviens à la base. Je reviens à la base. Puis comment ça va aujourd'hui? Je me contente pas de ça va bien. Je me dis non, comment ça va aujourd'hui? Puis prends ta feuille. Comment ça va? Ouais. Identifie 2-3 mots là-dessus. Là. Ouais. OK, parfait. Bon, ben, on va partir de ça. On va partir de notre séance de coaching à partir de là. Donc, la connaissance de soi, c'est pas juste le fait individuel. Il y a des gens qui sont plus connectés à eux-mêmes que la moyenne, tant mieux pour eux. Il y a des gens qui viennent d'une famille où c'était naturel et normal, beau et sain de parler de leurs émotions et de leurs besoins, tant mieux. Mais ça demande une éducation, ça demande un entraînement. Absolument. Puis malheureusement, notre système d'éducation s'occupe très, très peu de cet aspect-là. Oui. Puis en plus, tu sais, j'ose croire que les gestionnaires dont on parle ont quand même un rôle à jouer dans la transmission de sens envers leurs employés. Peut-être qu'ils ont un rôle justement dans le sens le sens au travail que les employés finalement vont comme absorber ou capter finalement dans leur travail, tu sais. Absolument. J'ajouterais une étape avant le sens, c'est que les gestionnaires sont là c'est des transmetteurs, sont là pour transmettre la culture et la valoriser. Ouais. La culture de l'organisation. Donc, ils doivent eux-mêmes comprendre, ils deviennent les ambassadeurs de cette culture-là. Si la culture et les actes et l'objectif in fine de cette entreprise-là est aligné avec celle du gestionnaire et celle des employés, là, il peut être générateur de sens. Là, il peut être générateur vraiment de quelque chose de très puissant. C'est plutôt rare qu'on va voir ça. Il y a toujours des alignements, il y a toujours des petits éléments, des fois, qui sont mal compris, mal expliqués, mal traduits. La plupart des gens sont bien en difficulté d'expliquer leur culture organisationnelle. Ils vont tomber dans des
des expressions populaires. Ah, chez nous, on est bienveillant. Ah, OK, mais par ailleurs, peux-tu me parler un peu plus de ta culture? Non. Non, ils vont te parler de chiffres, de KPI, ils vont te parler de on vend tel produit, on veut occuper telle part de marché. OK, c'est super intéressant, mais c'est quoi les éléments culturels de ton organisation? C'est quoi les caractéristiques? Est-ce que vous valorisez, je ne sais pas moi, la connectivité? Est-ce que vous valorisez la performance? C'est des éléments de la culture. C'est ni bon ni mauvais, c'est juste ta culture. Ben, d'abord, encore une fois, nommer ces éléments-là, les connaître. Si le gestionnaire est capable de nommer puis de comprendre, puis il est un bon ambassadeur de ça, puis le processus de recrutement puis d'entraînement des gens autour de nous est en adéquation avec ça, là, ça va devenir générateur de sens. Parce que les gens sont alignés sur quelque chose qui est clair. Fait que ça part comme... Parce que moi, je vois ça comme étant un peu bidirectionnel quand même, tu sais, du fait de comme là... Ce que je comprends, c'est que tu... Puis corrige-moi, là, c'est que ça part d'en haut du fait de comme... Tu as une culture dans ton entreprise, mission, vision, valeur, un peu, je vois ça comme étant un petit peu plus généraux. Puis après, ça découle sur l'employé, mais l'employé a aussi ses expériences à jouer, ses compétences et connaissances. Fait que est-ce que lui aussi, il y a un mot à dire là-dessus pour que ça remonte? T'sais, je vois ça comme étant ça, vraiment bidirectionnel. Un échange. Oui, c'est ça, dans tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis allé vers le gestionnaire parce que c'est un peu l'indication, mais si on prend la lorgnette de l'autre côté, moi, ma responsabilité comme employé, ben, c'est de m'assurer de comprendre d'abord ce que moi je veux, ce dont moi j'ai besoin, quelles sont mes valeurs qui sont non négociables. Puis de pas, comment dire, de faire la part des choses entre qu'est-ce que moi je peux contribuer, à quoi, qu'est-ce que je peux changer s'il y a des petites choses à changer, quelle est ma contribution, puis où est-ce que je vais tomber en dissonance cognitive, puis je dois accepter à un moment donné que peut-être cet environnement-là n'est plus pour moi. Trop souvent, il y a des gens entre les deux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout à fait au clair avec eux-mêmes sur je me sens pas bien, mais je suis pas capable de le nommer. Puis une fois qu'on nomme, on essaie de changer le gestionnaire, on essaie de changer l'organisation parce qu'on voit que ça ne fit pas avec nous. Mais l'organisation ne changera pas pour te faire plaisir. Toi, tu vas t'y adapter. En t'y adaptant, tu vas changer un petit peu l'organisation, puis l'organisation va te changer un petit peu, mais c'est marginal. Si fondamentalement, tu n'es pas en adéquation avec les valeurs ou la façon de faire, ta responsabilité, ben, c'est de regarder ailleurs. C'est pas juste de t'asseoir sur le banc, de croiser les bras puis d'avoir une attitude cynique. Là. Ou d'avoir des comportements organisationnels de non-citoyenneté. Là. Tout à fait. Aussi, c'est extrêmement bien dit. Je pense que je vais te voler cette... C'est le terme scientifique, là, oui. Merci de me le partager. Effectivement, puis... Tu sais, en ressources humaines ou en consultation, on intervient quand il y a de tels comportements. Hein, c'est notre gagne-pain. J'ai trop souvent vu des gens qui étaient des employés qui étaient dans une posture de ça fonctionne pas comme j'ai besoin que ça fonctionne ou comme la perception que ça devrait fonctionner. Mais par ailleurs, moi, je fais rien. Je fais juste attendre qu'on change de patron. Non, ça se passe pas comme ça. Ta responsabilité à toi, c'est une fois que tu as compris ça, ben, si ça ne peut pas changer dans un horizon raisonnable, si tu vois, ben c'est de partir, c'est de regarder ailleurs. On est dans un système qui est extrêmement libre et ouvert. La plupart des gens dans les dossiers où je suis intervenu avaient des CV extraordinaires, avaient une grande mobilité dans le marché. Mais pour certains, ils s'étaient campés dans une posture d'avocat du diable ou une posture d'attentisme qui était franchement pas positive pour personne. Là. Puis dans le fond, je reviens peut-être avec ce qu'on parlait au début, est-ce que les gens restent dans des entreprises avec lesquelles ils ne sont pas alignés parce que ça revient au mot banni? Est-ce que c'est parce qu'ils vivent de l'anxiété ou justement, c'est comme, à partir ailleurs, ben c'est incertain. Il y a peut-être des choses, justement, pour lesquelles ils n'ont pas le contrôle. C'est un peu ça aussi qu'on parle ici. Si je peux mettre du pouce là-dessus, je me dis qu'exemple, moi, j'ai pas d'enfant. Puis exemple que... puis aussi l'aspect de comme... comment je peux dire ça? J'ai pas de l'insécurité en moi financée aussi. Je suis quand même sécure financièrement. Fait exemple, je suis dans un contexte de job où que je suis pas bien, ben peut-être que je vais être plus portée à changer de job facilement parce que j'ai pas d'enfant, que j'ai de l'argent qui peut me subvenir pendant les 2-3 prochaines années. Fait que, je pense qu'il y a quand même des contextes
familiaux aussi en arrière d'eux qui font en sorte que Absolument. les gens ne vont pas vouloir changer d'emploi avec toute cette anxiété-là. Puis l'instabilité peut-être financière aussi. Fait que, tu sais, je pense que c'est comme parfois tu souhaiterais changer d'organisation, mais ça reste que parfois il y a des contraintes obligatoires. Comme, corrige-moi, mais moi, je le vois un peu de cette manière-là. Oui, tu sais, les statistiques nous disent que les gens, à partir du moment où ils atteignent la trentaine, la mi-trentaine, vont rester en moyenne une douzaine d'années dans les mandats. Donc, et ça, c'est vrai depuis les années 70. Donc, il y a une certaine période dans sa carrière où on explore la vingtaine. Ouais. Il y a un plateau, à un moment donné, là, qui va s'atteindre autour de la trentaine, mi-trentaine. C'est le plateau qui correspond au premier enfant, tu sais, à l'établissement de la vie en général, puis de la vie professionnelle. Puis jusqu'à la mi-quarantaine, fin quarantaine, début cinquantaine, pardon, on va voir là Carl Jung appelle ça l'individuation, là, donc cette période où on veut devenir soi-même. Là, donc, abat les masques, puis allons-y. Donc, beaucoup de clients en coaching en passant au tournant de cette période-là. Okay. Donc, on va voir ça. Pour revenir au point, effectivement, il y a une question de réalité, c'est-à-dire dans un environnement qui change rapidement, où j'ai pas beaucoup de points de repère. Mon boulot, ça peut devenir mon point de repère. Si j'ai pas les moyens de pas avoir de salaire pendant quelque temps, je vais peut-être vouloir rester. Ouais. Je suis 100% d'accord avec tout ça. Néanmoins, ce que je constate aussi en parallèle, et il faut porter ces deux réalités-là, même s'ils sont inconfortables, c'est qu'il y a une déresponsabilisation systématique des individus. Okay. C'est-à-dire que la majorité des gens, dans une situation inconfortable, vont se rabattre dans une posture soit de victimisation, soit d'avocat du diable. Donc, on va se mettre en retrait, et puis on va prendre un long bras de distance par rapport à la situation, puis on va dire, ben si je ne suis pas heureux, si j'ai des inconforts au travail, c'est nécessairement la faute des autres. Ouais. Les autres étant un collègue, un patron, un client, ben, peu importe les autres. Puis à partir du moment où tu fais ça, tu te coupes de toi-même la capacité de dire « Et qu'est-ce que moi je peux faire dans la situation? Et quel est mon rôle et ma responsabilité dans cette situation-là? » Donc, de redonner à la personne la capacité de réfléchir en fonction d'elle et non pas en fonction de elle comme victime des circonstances, ben ça lui redonne la capacité de prendre le volant de sa voiture et non pas d'être le passager de sa propre voiture. C'est ta carrière. Je comprends qu'il y a un environnement qui est exigeant. Je comprends que tu as des enfants, des responsabilités, je comprends tout ça. Mais si tu es clairement plus heureux ou heureuse dans cet environnement-là, qu'est-ce que toi, tu peux faire? Puis j'imagine que ça va impacter la famille, les hobbies, par exemple, et tout ça aussi, tu sais. Oui. Au lieu de se dire « je suis pas bien et inconfortable dans ce travail-là », par exemple, j'en prends conscience, tu sais, si on revient encore à ça, j'en prends conscience. Oui. Laisse-moi, tu sais, je vais me laisser 1 an, le temps de figure out mes trucs, de peut-être me trouver un autre emploi, de développer des compétences dans certaines choses, ou peut-être dans moi-même, tu sais, d'en jaser avec ma famille et tout ça pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Puis après ça, tu sais, plutôt que de dire je suis pas bien, bon, ben, ça sera ça. Je vais me laisser aller, je vais embarquer dans cette roue-là, de ce cercle vicieux-là, finalement, de s'auto-plaindre, finalement, de la situation et tout ça, puis de se dire, bon, ben, il n'y a rien à faire et tout, là, je sais, ouais. Tout à fait. Tu sais, quand tu te déresponsabilises d'une situation, tu t'éloignes de la situation, mais tu t'enlèves de la capacité de te sortir de la situation. Quand tu te responsabilises, là, tu deviens soudainement le co-créateur de ton monde. Les choses sont là soit pour te mettre au défi, soit pour t'apprendre des choses. Mais tu prends le contrôle. Ça ne veut pas dire que c'est le fun. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas sans effort. Les gens que j'accompagne qui sont en transition professionnelle là, parce qu'ils sont insatisfaits, je les accompagne en moyenne sur 6 à 12 mois. Là. Okay. C'est pas en claquant des doigts. Là. Puis sur ce 6 à 12 mois-là, ils vont travailler. Là. Ils vont réfléchir. On va nommer des choses. Des fois, il y a des angles morts. Des fois, il y a des croyances limitantes. Tu sais, il y a vraiment un travail quand même assez substantiel. Néanmoins, est-ce qu'ils sont satisfaits une fois qu'ils sont passés à travers ça puis qu'ils ont atterri dans un environnement qui correspond plus à eux et là où ils sont rendus? Bien, totalement. Puis la plupart d'entre eux ou d'entre elles vont me dire, bien, j'aurais dû faire ça avant. Donc, la responsabilisation, c'est la porte. Et trop souvent, on accepte des comportements de personnes qui se déresponsabilisent. Très, très, très souvent. Et quand quelqu'un se victimise à outrance, pour moi,
la porte, le chemin là, vers la porte, c'est la responsabilisation. La question que je pose systématiquement à ces gens-là, et on en rencontre beaucoup, c'est « Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Et toi, qu'est-ce que tu veux faire dans cette situation-là? » Parce que trop souvent, ces gens vont dire « Ah, si j'étais patron, ou à leur place, ou tel truc est arrivé. » On les écoute, c'est important, c'est vivant, mais une fois qu'on revient en mode coaching, on va dire « Et toi, qu'est-ce que tu veux faire dans cette situation-là? » Et là, on part. Mais ça doit être extrêmement confrontant. Tu sais, justement, quand que tu apprends encore à te connaître, à développer cette conscience-là, de te renvoyer la balle, puis te dire, toi, mettons, si tu avais ta baguette magique, qu'est-ce que tu ferais pour toi? Oui. Des fois, c'est pas évident. J'ai l'impression pour les gens de se dire, je sais pas, je me suis même pas questionnée sur moi, qu'est-ce que je ferais. Je me suis questionnée sur ce que les autres devraient faire. C'est ça, c'est comme plus facile d'aller dans le fictif que comme dans le réel. Exact, de se responsabiliser si on revient à ce que tu dis. Avez-vous remarqué, vous êtes des psychologues, en devenir. Psychologues, bon, vous êtes sur le chemin de la psychologie. Il y a un élément, moi, à force d'accompagner, moi, je suis coach, donc je suis pas du tout psychologue, mais on accompagne. On accompagne les individus qui ont des questionnements. Et avez-vous remarqué que presque systématiquement, dans une situation inconfortable, les gens vont exprimer un inconfort à travers une phrase qui ressemble à « je comprends pas ». Très souvent, objectivement, les gens comprennent tout à fait la situation. Ils l'acceptent pas. OK. Et pourquoi on va utiliser « je comprends pas » dans une situation qui nous rend inconfortable versus « j'accepte pas » Parce que je ne comprends pas fait référence à l'autre. Alors que j'accepte pas faire référence à soi. Ouais. La différence entre les deux, c'est la responsabilisation. Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que cette situation-là m'apprend sur moi? Comment ça me challenge à devenir meilleur? Ça, c'est j'accepte pas. Ouais. Je comprends pas, c'est que c'est la faute de quelqu'un. Je comprends pas pourquoi il a fait telle chose, il a dit telle chose. Pourquoi mon ex est parti avec mon meilleur ami? Tu comprends ce qui s'est passé. Tu es capable de le dire, mais tu n'acceptes pas la situation. À partir du moment où tu dis je l'accepte pas, déjà, tu es dans un vocabulaire de il y a un élément qui m'appartient. Il y a un élément que, OK, donc si je veux l'accepter, quel chemin il me reste à faire? Puis c'est le chemin qui va t'amener vers changer la situation en fonction de toi. Tant que tu es dans je comprends pas, c'est comme l'autre a fait une connerie, puis. Mais je n'accepte pas, on dirait que c'est comme plus. On parlait de profondeur tantôt, on dirait que c'est lié vraiment à des émotions profondes, tandis que je ne comprends pas, c'est comme plus dans la tête. Dans la tête. Ouais. C'est ça, c'est comme tête et cœur. Parfois, c'est plus difficile, comme on mentionnait, de nommer les émotions, nommer comment tu te sens. Fait, je ne sais pas s'il y a un lien avec ça. Tête et cœur, peut-être parfois les gens, c'est plus facile d'aller dans la tête rationnelle. Rationaliser, intellectualiser. Ouais. Et tellement. Tête, cœur et corps aussi. Ça c'est... Depuis quelques années, j'accompagne des gens en retour d'épuisement professionnel. Donc, ils sont accompagnés par des psychothérapeutes, des psychologues. Mais à un moment donné, ils doivent revenir au travail. Puis, l'environnement qui t'a brûlé il y a 8 mois, ben là, tu t'apprêtes à y retourner. Fait que ça se peut que tu aies peur. Et c'est là que j'interviens dans ces dossiers-là. Et donc, j'ai des gens qui sont beaucoup dans leur tête. Hein? C'est ça qu'on valorise dans le marché du travail, des gens dans leur tête. Avec la psychothérapie, sur 6-8 mois, on peut parler de leurs émotions. C'est une très, très bonne chose. Mais ils ne font pas toujours les liens entre les éléments somatiques qu'ils vont vivre. Oui, c'est vrai. Et ce qu'il y a derrière en termes... Donc, cet alignement, on revient avec l'alignement, tête, cœur, corps, est extrêmement étrangère pour la majorité des gens. Les gens vont dire « Je vais super bien, mais ça fait 3 jours que je fais de l'insomnie. » OK, et qu'est-ce que cette insomnie-là pourrait te dire? Rien. Ah non, ben non. Ah non, OK. Ah bon. Puis on les amène sur ce chemin-là. On les amène sur le chemin de « Et si ton corps te parlait? » Ça fait un peu, expression populaire. Et néanmoins, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Tu accompagnes des gens que ça fait 3 fois qui ont des burn-out en 5 ans. Peut-être ton corps t'a parlé, mais il te parle de plus en plus fort puis il est de moins en moins patient. Un burn-out, on dit que c'est quand ton corps démissionne avant toi. Là. C'est cette espèce de phrase-là, mais ton corps, il t'a parlé. Mais on a encore une fois un angle mort du système d'éducation. Ton corps te parle, c'est comme extraterrestre. Oui, absolument. Puis en lien avec ce que tu dis, comment les gens naviguent entre la recherche de performance au travail et la recherche de sens? Parce qu'il y a beaucoup... C'est une grosse question. Oui, c'est une grosse question. Est-ce qu'on a une autre heure? Oui, c'est une grosse question.
On va valoriser systématiquement la performance. Ouais. Systématiquement. On récompense des gens par la performance. Les évaluations annuelles sont basées sur ces évaluations de performance. La plupart du temps, c'est comme ça qu'on les absolument. appelle. Ça dit ce que ça dit. Très, très, très peu d'espace pour la réalisation de soi. Très, très peu de sens très, très peu de place pour le sens au travail. Mais c'est pas étranger au conditionnement de tout notre système d'éducation. Le système d'éducation, c'est d'abord et avant tout... Valoriser la performance. La performance. Ça commence dans les écoles, ça aussi. Là. Ça commence de la ouais. maternelle. Ouais. Et on parlait d'écoute tantôt. On n'écoute pas pour écouter, on écoute pour répondre parce qu'on est conditionné à ce que le professeur ou la maîtresse d'école nous pose la question, puis nous, on lève la main puis on veut répondre le plus vite possible. On est valorisé par ça. Donc, on se déconditionne d'être dans notre corps et puis d'être un être humain qui est en relation avec d'autres êtres humains pour survaloriser la bonne réponse et qui va donner la performance au travail. Et donc, on est plein de petits individus dans un environnement, puis on survalorise la performance, le cerveau, le côté cartésien des choses, au détriment de tout le reste. Et puis, à un moment donné, tu en as marre de ça. Puis, à un moment donné, là, tu te dis, comment je peux trouver ma place? Puis c'est là qu'il y a cette quête de sens qui va arriver. Ça va arriver plus tard dans la vie pour la majorité des gens. Quoique, cette génération-ci, votre génération, est beaucoup plus sensible à ça que la moyenne. OK. Ce qui fait de vous des gens, de votre génération, je ne peux pas parler de vous, mais de votre génération, des gens qui sont difficiles à gérer pour des gestionnaires de ma génération. On veut toujours plus, j'ai l'impression, comme on veut pas juste un salaire. Là. Exactement. On cherche toujours plus. Ouais. Et c'est confrontant. L'autoréalisation, peut-être. Et c'est confrontant pour les gestionnaires de ma génération, moi j'ai 50 ans, qui ont grandi en valorisant la performance, le travail, puis de prioriser le travail avant la famille, puis de prioriser le travail avant l'équilibre de vie travail, vie personnelle, ou ses loisirs, etc. Donc c'est très confrontant. La grande différence entre ma génération et la vôtre, c'est le fait que vous vous accordez plus de liberté. Vous avez un environnement qui peut-être qui vous le permet plus que mon environnement à l'époque. Mais la conséquence, même si on est tous des êtres humains, c'est que votre environnement et le mien à l'époque étaient différents. Il a conditionné un rapport au travail qui est différent. Je pense que vous avez la bonne réponse. C'est juste que le système n'est pas adapté. Puis le système qui n'est pas adapté, c'est un système qui date de 200 ans. Mais aussi, nous, on est biaisés, on étudie là-dedans. Ouais. On est en psychologie organisationnelle. C'est ça que pour nous, ça peut pas être juste la performance puis juste le bien-être. On concilie les deux. Pour nous, c'est tellement important. Fait que, je pense aussi qu'on est un peu biaisé là-dedans. Moi aussi, je suis biaisé parce que je fais juste ça dans la vie. C'est ça, exactement. C'est de forcer les gens à penser à toi, à ton corps, à ton bonheur. Puis par rapport à ça, au sens au travail, dans les aspects un petit peu plus concrets, c'est quoi le genre de questions qu'on pourrait se poser comme employé, comme personne qui travaille, pour pouvoir aller chercher cette quête de sens-là? Puis c'est ça, se poser les bonnes questions pour aller vers ça. Avoir un travail qui fait du sens pour moi, par exemple. Oui. Je reviens à mes deux questions de base. Pourquoi je travaille? Pourquoi tu travailles? Si on se pose la question, là, pourquoi je travaille, on peut y aller rapidement, puis on peut prendre 1 heure pour y répondre. C'est vrai. Puis pour qui je travaille? Là aussi, ça peut être simple, mais on peut prendre une bonne heure pour y répondre. Donc, pour moi, ces deux questions-là, si simples, cachent plein de couches de nuances puis de profondeur qui sont pas banales. Bon, il y a ça que je dépose. Il y a un autre élément, si je vais avec les questions que mes clients se posent. Pourquoi les gens viennent en consultation pour être accompagnés dans une démarche de coaching de carrière? Souvent, c'est qu'ils sentent un inconfort ou une insatisfaction qui n'est pas toujours chronique, mais qui est néanmoins présente, qui s'invite de plus en plus dans leur réflexion. Une de mes publicités pour mes services, c'est « Tu fais de l'insomnie le dimanche soir? Appelle-moi. » Puis, parce que le dimanche, c'est souvent, on commence notre semaine, là, puis le lendemain, c'est lundi, puis mais il y a un peu d'éléments de vérité. Je finis mes vacances estivales, ça ne me tente pas de retourner, là, je commence à avoir de l'insomnie. Je sors de mes vacances hivernales de Noël, je fais de l'insomnie. Donc, il y a des éléments d'insatisfaction. Et puis, la question que je pose à mes clients là, qui m'appellent, puis des fois, ils ne savent pas pourquoi ils m'appellent. Des fois, ils disent « Je pense peut-être que tu peux m'aider. » Je leur pose la question « Mais comment je peux t'aider? » Je ne sais pas.
On jase un petit peu, puis les trucs qui ressortent, c'est, je sais pas, les semaines sont de plus en plus longues. J'ai l'impression d'être de moins en moins en mesure de contribuer. J'ai l'impression que je suis juste un numéro. Ouais. J'ai l'impression que je me suis perdu entre... Genre, j'ai étudié en marketing quand j'avais 20 ans, puis ça fait 15 ans que je fais ça, puis je comprends comme plus... J'ai plus comme l'énergie ou la curiosité du début. Donc, il y a beaucoup de ces petits sentiments de déconnexion. Déconnexion à son métier, déconnexion avec ses collègues, déconnexion avec l'environnement de travail ou l'environnement d'affaires. Donc, c'est des éléments de déconnexion. Une déconnexion à soi-même. Tu sais, mettons, comme tu disais, le sommeil et tout ça, tu sais, puis on parlait aussi d'épuisement professionnel tantôt, tu sais, c'est comme des résultats, finalement, des conséquences, finalement, de tout ça. Ouais. C'est un résultat, c'est une conséquence, c'est aussi... moi, je trouve ça super positif, quelqu'un qui lève la main en disant « je ne suis pas bien ». Parce que c'est le début du chemin vers soi. Si tu te poses jamais de questions, puis tu fais juste continuer, parce qu'il faut que tu livres, parce que tu es axé sur la performance, parce que tu as de la pression de tes responsabilités familiales, puis je comprends tout ça, là. Mais si tu ne t'arrêtes jamais pour savoir, est-ce que je suis bien dans ce que je fais? Est-ce que c'est aligné avec l'objectif au départ que j'avais? T'sais? Est-ce que je suis encore motivé par ce que je fais? Est-ce que je trouve encore un peu de joie, un peu de bonheur, un peu de... en fait, pourquoi je travaille? T'sais? Ouais. Puis si c'est juste pour payer les factures, il y a peut-être quelque chose de plus à creuser. Absolument. Donc c'est beaucoup des questions de sentiment d'être moins connecté à son travail, moins connecté aux autres, moins connecté à ses clients, moins connecté. Je parlais de relations significatives puis d'actions significatives. Ben, ça se passe à travers des connexions. Je me sens un peu, en fait, de plus en plus étranger à ce que je fais. Ouais. Je suis comme quasiment pas un trouble dissociatif, mais je suis comme un peu à côté de moi. Donc, c'est plein de manifestations d'inconfort, puis du fait que, OK, peut-être t'es dû pour autre chose. Puis si, exemple, tu fais des réalisations, puis tu essaies de... On parlait beaucoup d'être proactif, puis d'avoir des actions pour comme, essayer de faire changer les choses et pas de se victimiser. Là. Est-ce que tu peux amener ces réflexions-là à ton travail pour pouvoir en parler avec ton gestionnaire, ton superviseur, pour créer des conditions dans lesquelles tu vas peut-être aller chercher un petit peu plus de sens au travail? T'sais, est-ce que l'organisation, le superviseur a aussi un rôle à jouer dans cette quête de sens-là pour ses employés? T'sais, je sais que tantôt on parlait plus organisationnel, mais là, en termes de peut-être plus équipe de travail, je sais pas... En général, oui. Puis il y a plus d'espace qu'on le pense. Mais comme on n'est pas capable de nommer ce qu'on veut, comme on n'est pas capable d'y associer émotions et besoins, on le fait parfois pas très habilement et on a l'impression, parce que la réaction est disons, moyenne ou réservée de nos gestionnaires, que ça ne donne rien. Non. C'est que si on est en mesure de bien nommer notre ressenti puis de le transformer en éléments concrets pour notre gestionnaire, bien, celui-ci va avoir un espace pour t'accueillir la plupart du temps. Là. Même les gestionnaires les moins bien outillés, ils ont quand même intérêt à ce que les gens avec qui ils travaillent soient minimalement heureux. Oui. Donc, il y a beaucoup plus d'espace qu'on pense de la part des gestionnaires puis des organisations à adapter certains éléments. Mais comme ni un ni l'autre est souvent en mesure de nommer les bonnes choses, bien, c'est souvent un dialogue de sourds. Ouais. Ce qui va ressembler à « je me sens pas bien, je veux plus de meeting le mercredi matin ». Ben, on fait toujours des meetings le mercredi matin, c'est pas négociable. Alors, toi, tu t'en retournes à ton bureau en disant « j'ai essayé Ouais. ». Mais t'as essayé quoi? T'as dit qu'il y a un meeting que tu voulais plus. Mais Ne pas adresser la cause. Tu n'as pas adressé la cause. Ouais. Puis pourquoi? Puis comment? Est-ce que tu as proposé quelque chose en retour? Est-ce que. Tu sais, il y a comme. C'est une conversation qui n'est pas aboutie. Voir est-ce qu'elle a même commencé. Puis le gestionnaire, lui, va dire c'est une demande bizarre, ça, c'est du n'importe quoi. Puis il va continuer son petit train-train. Alors que si on va dire, ben, hey, écoute, patron, j'ai remarqué que dans les rencontres le mercredi matin, toujours les mêmes 4 personnes qui parlent. Puis j'ai l'impression que c'est redondant. Puis si je regarde le langage non verbal des autres dans l'équipe, tout le monde regarde à terre pendant une demi-heure. Tu sais. Ça devient comme
inutile un peu pour la majorité. Est-ce qu'on pourrait redynamiser ça? Est-ce qu'on pourrait revoir, peut-être pas le faire le mercredi matin, peut-être le faire un autre jour parce que pour telle raison, les gens sont plus fatigués le mercredi dans mon... Bon, peu importe. Est-ce qu'on pourrait donner un tour de parole, garder un 10 minutes à la fin? Est-ce que, tu sais, d'arriver avec un constat, le nommer, puis d'arriver avec quelque chose qui est comme une proposition complémentaire, souvent, ça va trouver un écho très, très grand chez l'employeur, chez le gestionnaire. Mais encore faut-il nommer ces choses-là. Oui, mais ça revient aussi avec la communication non violente, comme on parlait tantôt, dans le sens que, mettons, dans cet exemple-là, c'était pas violent, mais c'est juste que la personne n'a pas parlé de soi. T'sais, elle a parlé que, bon, c'est pas utile, dans le fond, les meetings le mercredi matin. Attends, on va décortiquer encore un peu plus, puis je vais me sentir aussi moins sur la défensive que le meeting que je book aussi à tous les mercredis matins. Et non pertinent. T'sais, on va le décortiquer un petit peu plus, puis ça va être encore plus un échange plutôt que on s'échange 2-3 mots, puis comme tu dis, on repart chacun de notre côté. T'sais. Oui, exactement. Mais on revient justement à cette notion de suis-je en mesure de comprendre même ce qui se passe en dedans de moi? Ouais. Et suis-je en mesure de le verbaliser à quelqu'un d'autre? Et ce quelqu'un d'autre-là est-il en mesure de comprendre? Ouais. Donc on est vraiment dans la communication, on est vraiment dans l'échange, la connaissance de soi. Et comme on mélange les choses, comme on communique relativement pas trop bien, comme on a de la pression de performance collectivement, comme on est dans un environnement qui va vite, on le dit avec VUCA puis Bani, souvent le sentiment, c'est un sentiment d'impuissance que les employés ont. De dire, hey, j'ai essayé d'en parler, ça n'a rien donné, donc je peux rien changer. J'ai peur de quitter mon emploi parce que je sais pas, je vais m'en trouver un autre. J'ai des responsabilités financières. Donc, on va se réfugier souvent dans ce bras de distance puis dans cette parfois victimisation ou de jouer un peu l'avocat du diable. Donc, d'être de celui-là qui va être le picosseux là, de service là, qui va dire « Ah, ça marche pas encore, ça marche jamais ». Donc, c'est toutes des attitudes qu'on va adopter parce qu'on veut se protéger, en fait, en créant une distance. Puis ces attitudes-là nous permettent de créer une distance dans un environnement où on pense qu'on n'a pas notre mot à dire, qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas vu, qu'on n'est pas valorisé. Moi, j'ai travaillé avec des centaines de gestionnaires. Les gestionnaires ne demandent pas mieux que de reconnaître leurs employés. La majorité, là. C'est pas tous des pervers narcissiques. Là. C'est loin de là. Là. La plupart, c'est des gens bienveillants. Ils sont pas tous talentueux. Ils vont pas tous bien s'exprimer. Ils sont pas tous orientés vers l'individu. Là. Mais foncièrement, ils sont là pour les bonnes raisons. Puis ils veulent aider les membres de leurs équipes. Mais c'est juste qu'il y a une incapacité mutuelle de bien communiquer. Donc, on se contente de parler de faits très bruts, puis on confronte la surface des choses, alors qu'on aurait intérêt à parler plus en profondeur. Tu sais. Enfin, je comprends que c'est un dialogue. C'est ça. Dialogue quand même profond. Dans un sens, il faut aller au-delà de la surface. Tout à fait. Tout à fait. Puis il faut s'adapter à son auditoire. C'est pas tout le monde qui a une maîtrise ou un doctorat. Donc, tu travailles dans une usine, il faut s'adapter à ton auditoire. Mais même dans cet auditoire-là, si tu donnes des clés de compréhension puis de communication aux gens, ils vont les utiliser. Et si tu valorises ça, ils vont les utiliser. On aurait intérêt collectivement à valoriser plus les éléments de communication. Puis on revient à la quête de sens. C'est difficile d'aspirer à quelque chose que tu n'es pas capable de nommer. Oui, absolument. Oui, ça fait beaucoup de sens. Mais c'est vrai. Mais c'est un langage commun aussi, je pense. Oui. Parfois, mettons, je sais pas, si pour moi, ce terme-là veut dire ça, mais pour quelqu'un d'autre, ça veut pas dire ça. Déjà là, il y a une incompréhension juste parce que c'est pas le même langage. C'est aussi des lunettes, je pense. Les lunettes que j'ai pourraient être différentes de celles que mon collègue a. C'est d'être capable aussi de savoir et comprendre que ma vision, c'est pas peut-être la vision de l'autre personne. Puis c'est de, comme, je pense, mettre les balises aussi dans l'entreprise, de ramener à un langage commun, peut-être. Puis laisser un espace aux gens. Tu sais, les évaluations annuelles, là, c'est un mal nécessaire. Il n'y a pas un modèle qui est parfait. Il y en a qui sont plus fréquentes, plus courtes, plus longues, 1 fois par année, 3 fois par année, 1 fois par semaine. Bon, il y en a sûrement des meilleurs que d'autres, mais globalement, il n'y a rien de parfait. On dit souvent aux gestionnaires, c'est une occasion unique que tu as de t'asseoir avec tes gens puis de les écouter. Pensez-vous vraiment que ça se passe?
As-tu rempli ton formulaire? Parfait. Alors, je te mets une cote ici, 4, le 3, non, c'est 3,5. OK, parfait. Puis à la fin, ça te donne 3 % d'augmentation. C'est ça, les rencontres annuelles. On met en place des structures pour que les gens se parlent, mais ils ne se parlent pas. Ouais. Alors, c'est pas qu'on n'a pas de place pour ça. C'est que les gens ne sont pas habilités, se sentent pas outillés suffisamment, sentent que c'est peut-être pas la place pour parler de certains éléments. Tu sais, si tu parles de tes aspirations personnelles et professionnelles à ton patron, moi, je pense que c'est tout à fait cohérent avec le rôle du patron de savoir que en parallèle de ton travail, tu étudies pour une transition professionnelle dans 3 ans. Moi, je pense que c'est tout à fait. Puis moi, si je suis le patron de cet employé-là, je vais tout faire pour t'aider. Oui, je vais te perdre dans 3 ans, mais pendant 3 ans, si je sais aménager ton horaire, ben tu vas me donner un super rendement. Ouais. Puis c'est donnant-donnant. Mais pour bien des gens, parler de ce qui est de la sphère non professionnelle, ça devient un peu, pas tabou, mais ça devient un peu... Mais c'est de se dévoiler beaucoup aussi, j'ai l'impression, dans un contexte qui n'est peut-être pas naturellement adapté ou qu'on n'a pas consciemment l'impression que c'est un endroit où on a la sécurité psychologique de le faire, disons. Tout à fait. Puis on n'a pas la sécurité psychologique parce que, d'une part, la personne qu'on a en face de nous n'écoute pas, comme la majorité. Puis nous, on est peu outillés à verbaliser vraiment ce qu'on veut puis pourquoi on le veut. Donc, encore une fois, c'est un dialogue de sourds. Ce qui fait que même quand on aménage dans l'environnement d'affaires, on aménage des moments pour que les gens se parlent, on se parle encore en surface. Ouais. Donc, on revient à... C'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est pas qu'on survalorise les affaires, c'est juste qu'on n'a pas de vocabulaire. Ouais. Et on a peu de compétences à la fois langageables, mais aussi en communication. Et donc, dans un monde qui va vite, il faut communiquer. Dans un monde où on perd des repères, il faut bâtir une montagne parce qu'on est dans le jungle, on va se perdre, mais tant qu'on voit la montagne, on sait qu'on a notre point de repère. Ouais. Mais on a de la difficulté à nommer la montagne. Donc, on se sent encore plus perdu, encore plus seul. Et puis c'est peut-être ça le drame de notre époque. C'est l'immense sentiment de solitude des gens. Ouais. L'immense sentiment d'isolement puis de solitude des gens. Puis ça contribue, c'est directement relié au fait qu'on est malheureusement mal adapté à communiquer. Puis j'imagine avec le télétravail, ça l'amène aussi un enjeu en plus. Totalement. Le télétravail, c'est formidable. Moi, je suis un introverti. Si tu me poses la question, est-ce que tu préfères aller au bureau ou rester à la maison? Rester à la maison. Mais qu'est-ce qu'on voit quand on reste à la maison longtemps? C'est qu'on se déconnecte des autres. Ouais. Puis je reviens avec les 2 éléments pour moi qui sont fondamentaux, des relations puis des actions significatives. Bien là, il y a un des 2 piliers. Là, les relations sont de moins en moins significatives parce qu'elles sont de moins en moins incarnées dans des vrais contacts physiques. Donc, effectivement, une faible communication, un environnement qui est extrêmement exigeant, extrêmement véloce, extrêmement contraignant et imprévisible, avec des relations interpersonnelles qui s'étiolent. Ouais. C'est ça notre gros défi. Et tout ça va jouer sur la quête de sens. Ouais. On est presque rendu à la fin. Déjà de l'épisode. J'ai l'impression que j'ai trop parlé. Non, nous, on est là pour ça. Puis honnêtement, moi, j'ai bu tes paroles. Dans le sens que, comme tout ce que tu dis est tellement intéressant, j'ai beaucoup de choses, on dirait, encore à méditer, disons, là, à repenser ou à faire de l'introspection un peu sur tout ce que tu dis. Je trouve ça vraiment intéressant, honnêtement. J'adore. On était en période de coaching aujourd'hui, dans le fond, là. Merci. Non, mais honnêtement, pour nous, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis je pensais à plein de gens aussi dans ma tête que je sais qui vont bénéficier de cette conversation-là. Fait que j'ai vraiment apprécié ça. Puis avant qu'on passe à notre petit jeu meilleur qu'on fait à tous nos épisodes, tous nos invités, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne soit pas discuté que tu aimerais ajouter ou peut-être un dernier conseil ou quelque chose que tu aimerais mentionner aux auditeurs pour qu'ils repartent justement à la tête peut-être plus légère puis à se dire, OK, je suis prêt à faire de l'introspection puis à me re-questionner sur pourquoi je fais ce que je fais au final. Moi, je vais prendre un petit détour de 30 secondes. Oui, vas-y. J'ai fait plusieurs formations en coaching avec le temps, puis à un moment donné, une des formations qui était loin d'être la meilleure il y a plusieurs années, mais qui m'a quand même marqué, disait, écris sur un bout de papier une dizaine d'éléments dans la prochaine année, ce que tu aimerais obtenir, des choses que tu aimerais réaliser. Prends le temps de les écrire, mets-le dans une enveloppe, mets une date dans un an, puis ferme l'enveloppe, puis oublie l'enveloppe.
Et j'ai fait cet exercice-là à l'époque. J'ai complètement oublié l'enveloppe. Entre-temps, j'ai déménagé. Bref, 3 ans plus tard, en faisant du ménage dans des cartons, je vois mon enveloppe avec une date. Je comprends pas c'est quoi. J'ouvre, c'est visiblement mon écriture. Puis là, ah oui, c'est l'exercice de... Et tout ce que j'avais écrit s'est réalisé, sans exception. Puis c'était pas des trucs là, extraterrestres. Là. Tu sais, c'était changer de boulot, finir telle formation, atteindre tel niveau salarial. C'est des choses vraiment très, très, très accessibles, mais à l'époque où je l'ai écrite, qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas mon quotidien. Puis là, j'ai réalisé quelque chose de puissant. C'est que tant que tu n'as pas pris conscience d'un objectif, tant que tu n'as pas nommé un objectif, ça va rester de l'ordre du rêve ou du fantasme. À partir du moment où tu nommes, tu es capable de sortir de toi un élément, puis de dire, ben, hey, dans 1 an, j'aimerais courir un marathon. Soudainement, ça devient possible. Tant que ça sort de l'univers du rêve. Et donc, j'invite les gens à essayer de se concentrer sur leurs besoins authentiques, à les nommer, les écrire sur un petit bout de papier et de laisser vivre cette volonté, cet objectif. Laissez-le vivre, vous allez voir. Vous allez peut-être plus avancer que si vous le gardez juste pour vous. Donc, de laisser sortir ce qui aujourd'hui peut être juste un rêve. Ça peut être quand même assez transformateur, puis vous amener sur le chemin de quelque chose qui ressemble à la réalité, et dans l'angle et dans l'objectif que vous avez déposé sur le bout de papier. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a oublié de parler, mais c'est quelque chose que j'ai réalisé dans ma vie, de ne pas se cacher à soi ses propres rêves, mais de les verbaliser. Oui, Est-ce absolument. que si tu faisais l'exercice aujourd'hui, ça serait-tu... j'imagine que ça serait des éléments différents parce que tu as évolué aussi comme personne, mais est-ce qu'il y a des choses que tu sais que tu aimerais avoir encore comme objectif comme dans les prochaines années? Ouais, ben tu sais, là, j'ai eu 51 ans cette année, puis je comprends mieux mes clients maintenant. Quand j'ai commencé il y a 17 ans, j'avais la mi-trentaine. De façon cartésienne, je comprenais ce que les gens me disaient, mais je le ressentais pas. J'avais comme une empathie cérébrale, j'avais moins une empathie de cœur. Maintenant, je suis en mesure d'être plus connecté avec les humains autour de moi. J'espère juste de poursuivre sur ce chemin-là. Si j'avais à refaire mon petit bout de papier, là, puis de me mettre une date dans 1 an ou 2, j'aimerais juste être encore plus en mesure de connecter avec les humains. Parce que pour moi, c'est la plus belle chose au monde. Pendant 1 heure ou 2, tu vis au diapason d'une personne, puis après, tu reviens dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur, puis tu poursuis ton petit bonhomme de chemin, mais tu es connecté authentiquement avec quelqu'un. Donc, c'est vraiment le cadeau que je me souhaite, de poursuivre sur ce chemin-là, d'avoir l'opportunité de connecter avec les gens. Absolument. C'est moins ce que c'était quand j'avais 25 ans, là. Je veux faire 100 000, je veux avoir un bureau fermé. C'était vraiment très... je regarde aujourd'hui, c'était important pour moi à l'époque. Absolument. Mais pour moi, aujourd'hui, c'était très superficiel. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, ton travail t'apporte du sens? Ah, plus que jamais. Plus que jamais, je vais même aller plus loin. Je réalise avec la rétrospective que j'ai toujours été coach, peu importe le métier que j'ai eu, peu importe l'environnement où j'ai travaillé. Il y avait ce côté de moi qui était toujours d'aller au-devant des gens, les écouter, puis essayer de leur laisser un espace pour qu'ils gagnent la perspective. Hey, j'étais superviseur d'un centre d'appel là, dans mes premières années pour payer mes études. C'est un environnement difficile, contraignant. Les gens prenaient 200 appels par jour. Oh my God. Se faisant engueuler par des clients. Je veux dire, c'était très contraignant. Néanmoins, j'étais quand même un coach là-bas. Je prenais toujours un 10 minutes pour aller voir les gens, connecter avec eux. Donc, je pense que c'est pour ça que l'approche humaniste me parle tant. C'est que à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a quelque chose qui veut émerger. Et il n'y a rien de plus beau que de voir des gens qui laissent de l'espace pour que ça, peu importe ce que c'est, pour que cette fleur pousse à l'intérieur d'eux. Absolument. Donc, je souhaite à tout le monde de se connecter à ça. Puis, quand tu réussis à faire ça, peu importe où tu travailles, peu importe ton métier, ben tout devient un peu teinté par ça. Tout devient un prétexte pour que tu te réalises, pour que cette fleur-là pousse. Oui. Donc, ça serait peut-être mon mot de la fin, là. Ben Un peu poétique, mais je le crois
vraiment sincèrement, authentiquement. Oui, c'est puis, vraiment un beau message. oui, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont connecter aussi à ça. Avec Ça va ces faire paroles. du bien aux gens qui Oui. écoutent. Donc, Je l'espère, Ouais. merci. Ah, ben parfait. Fait qu'on est Oui. rendu au jeu meilleur. Oui, je vais tasser mon Dans verre le d'eau. fond, est-ce que tu connais les jeux meilleurs? Grâce à vous, là. Grâce à nous. Oui, grâce à vous, je ne les connaissais pas avant. Donc, OK, ben c'est des jeux, en fait, québécois. Oui. Les jeux meilleurs, c'est des jeux de conversation, team building et tout ça. Puis nous, à chaque fin d'épisode, on aime ça poser des questions. Ben, une question, en fait, à notre invité pour apprendre à le connaître derrière son rôle de professionnel. On aime ça dire ça comme ça. Ariane, elle a présélectionné 5 cartes pour toi. Oui. Tu peux en piger une, la lire Au hasard, et là. répondre Exact. au hasard. OK, comme Oui. on est comme avec le clan joint ici. OK, c'est bon. Exact. C'est bon. Alors, quelle personnalité publique t'inspire et pourquoi? hey, mais on est dans le thème de l'inspiration. L'inspiration, J'aime Wow. ça. L'autoréflexion. Ouais. Wow. Quelle personnalité publique t'inspire? Il y en a tellement qui m'inspirent. Moi, quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est Barack Obama. Oui. On est vraiment à la fois dans l'intellect et dans la personne qui réalise que lorsqu'il avance dans la vie, il avance pour toute la communauté afro-américaine. Ouais. Donc, il a la conscience pas juste de sa carrière, pas juste mais il a la conscience collective d'une partie importante d'un pays qui a été un peu ostracisé, là, historiquement. Puis il a la conscience de ça. Puis tu sens qu'il ne prend pas ça à la légère. Et en même temps qu'il a occupé des fonctions super élevées, là, probablement la plus élevée au monde, là, Ouais. en même temps, il y a un sens de l'autodérision. En même temps, il ne se prend pas au sérieux. En même temps, il garde une super curiosité pour les autres. Et puis, il y a plein de vidéos un peu filmées par le public où quand il rentre dans un restaurant, il laisse passer les gens, il salue tout le monde. Tu sais, il est très avenant. Donc, ce côté, à la fois, je peux occuper des grandes fonctions, avoir un impact majeur, mais je suis conscient que ce que je fais, je le fais pas juste pour moi. Ouais. Tu sais, à la question pourquoi puis pour qui, là, Ouais. lui, la question pour qui je travaille, là, il y a la notion de millions de personnes derrière lui et qui l'ont précédé aussi, qui n'avaient pas accès à ces fonctions-là parce qu'ils étaient victimes de racisme. Donc, pour moi, ça, c'est extrêmement inspirant Absolument. parce qu'on ne travaille jamais vraiment juste pour nous. On est toujours les représentants d'un groupe, d'une famille, d'un clan et on est l'héritier ou l'héritière de gens qui se sont sacrifiés avant nous. Puis c'est à nous de faire notre bout de chemin du mieux qu'on peut. Tu sais. C'est ça notre responsabilité. Ouais. Parce que quand moi je gagne, il y a des gens avant moi puis autour de moi qui gagnent. Je gagne pas juste pour moi. Donc puis lui, il l'incarne pour moi. Absolument. Donc, ce serait Barack Obama. Je sais que peut-être sûrement beaucoup de gens se reconnaissent en Barack Obama, surtout à la lumière du président qu'on a actuellement. Absolument. Plus facile, mettons, à imaginer un versus l'autre. L'autre est tout à fait le contraire, en fait. Ouais. Puis peut-être ça prenait un Trump pour apprécier un Barack Obama aussi. Ouais. En tout cas, Ouais, moi, ouais. je l'apprécie beaucoup, Barack Obama. Ouais. Ouais. Ouais, absolument. Oui, oui. Je ne veux pas parler de politique, mais tu sais, il y a ces deux façons d'embrasser le pouvoir qui sont diamétralement opposées. Oui. Et celle qui me parle le plus, c'est vraiment celle d'Obama pour les raisons que je vous ai Tout à dites. fait d'accord. Ben, ça Ouais. fait un beau lien avec le sens au travail. Absolument. Oui. C'est- Ouais, ça Ouais. clôt bien l'épisode. Oui. Ouais. Ben, merci beaucoup, Benoît. Ben, merci pour, à vous deux. pour Oui. aujourd'hui. C'était très inspirant comme Comme épisode. discussion, Je suis ouais. certaine que notre auditoire va Grandement manger apprécié. tes paroles. Ouais. Ben, merci à vous deux. Puis Oui. vous avez su créer un environnement parfait pour moi. Ah. Vraiment, sincèrement, merci. Ah, merci. ben merci à Merci. toi. Ça fait Oui. super plaisir. Ah, Merci. Bye-bye. Bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. On espère qu'il vous a permis de faire de nouveaux apprentissages ou du moins d'alimenter vos réflexions. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est une bonne façon de soutenir le podcast. Pour découvrir plus de contenu des RH Podcast, suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok sous le nom de rh.podcast. Pour prolonger vos discussions, profitez d'un rabais de 15% sur les jeux de conversation meilleurs avec le code promotionnel RH. À très bientôt!